c'est le 4e exercice budgétaire auquel j'assiste. Hier, j'ai été intriguée par les mots de l'honorable Manish Gobin qui disait qu'un budget, ça ne se lit pas, mais ça s'étudie. Donc j'ai étudié attentivement le budget 2023-2024, mais avec comme filtre les 3 budgets précédents. Et un petit rappel s'impose. En 2020, le titre, c'était « Our New Normal, the Economy of Life », avec ces 3 axes, rolling out the plan de relance de l'investissement et de l'économie, engaging in major structural reforms, securing sustainable and inclusive development. En 2021, c'était Better Together, avec encore une fois ces 3 axes, recovery, revival, resilience. Le budget 2022-2023 porte le titre ronflant « With the people, for the people », avec les mots phares « It's all about people and people above all, because solidarity is efficiency ». Et nous avons encore eu droit à un triptyque « Strengthening our economic growth and resilience to future shocks, accelerating our transition to a sustainable and inclusive development model, and investing in our people ». En 2023, to dare and to care, avec ces 3 piliers, strengthening the foundations of our economy, continuing the transformation of Mauritius into a sustainable economy, and building the future we deserve. Ce rappel est pour comprendre la stratégie de ce gouvernement. Des mots qui en jettent de belles paroles, mais qui ne se déploient pas en action. En relisant tous ces titres, j'ai une image qui m'est automatiquement venue en tête, celle de l'encre du calamar projetée à la face du pêcheur pour l'empêcher de voir. Mis à part le fait qu'une fois de plus, l'exercice du budget cette année ne règle pas les problèmes de fond et est rempli d'incohérences, mais il est surtout dangereux. Budget après budget, ce gouvernement investit dans le contenant, mais pas dans le contenu, dans les infrastructures, mais pas dans l'humain. On aménage et réaménage les routes, on nettoie, on rénove les écoles, mais rien pour la formation des professeurs, rien pour améliorer le bien-être, pour permettre un soutien psychologique de qualité pour les enfants, pour les parents. Quelques crèches qui rouvrent, mais rien pour accompagner nos enfants sortant des shelters à l'âge de 18 ans, comme l'a confirmé d'ailleurs un peu plus tôt la ministre. Ces jeunes sont littéralement jetés à la rue quand ils atteignent la majorité et sont en proie à tous les fléaux de notre société. Je persiste. Tout dans la forme, mais rien dans le fond. C'est l'encre de calamar envoyée pour aveugler les milliers de Mauriciens. C'est un budget dangereux aussi, parce que bien que le gouvernement ait récolté plus de 150 milliards en termes de revenus, des miettes sont distribuées aux plus vulnérables en maintenant leur situation de vulnérabilité. Et de l'autre côté, on aide davantage, en réalité, les plus fortunés. Ce budget n'apporte pas de solutions concrètes pour arrêter le cercle de la pauvreté. Ce budget ne prend pas de mesures pour booster la productivité. Ce budget n'offre rien pour arrêter la fuite des cerveaux, pour stopper l'inflation, pour arrêter la dépréciation de la roupie. Non seulement les solutions ne sont pas apportées pour régler les problèmes de fond, mais en plus, certaines mesures budgétaires viennent aggraver des problèmes sociétaux. Je développerai donc ces incohérences et inquiétudes à travers 3 volets, ne serait-ce que pour être synchrone à la pensée ternaire de l'honorable ministre des Finances. Le premier, celui de l'environnement, le deuxième, des énergies renouvelables, et enfin le troisième, l'ouverture du pays aux étrangers. L'annonce de démolir le bâtiment Emmanuel Antil pour le remplacer par une mini-forêt endémique est pour le moins risible. Non seulement la démolition n'était pas recommandée selon une étude faite par par le gouvernement lui-même, mais en plus, planter quelques arbres alors que de l'autre côté, ce même ministre permet, à travers l'Economic Development Board, le déboisement pour divers projets immobiliers, en effet, c'est risible. Et là, bien sûr, j'ai en tête la Smart City de Roche-Noire, qui est dans l'actualité, mais pas que. Pour Legend Hill également, il avait permis le déboisement de 9 arpents et une montagne était défigurée. Bien d'autres projets ont vu la diversité des écosystèmes être sacrifiés. Le ministre nous annonce donc la destruction d'un bâtiment contenant de l'amiante, sans nous dire comment ce sera fait, est-ce que le bâtiment sera décontaminé, combien coûtera la démolition, où iront les débris de construction,
Tout ça juste pour annoncer la mise en terre de quelques plans, alors que de l'autre côté, on coupe des arbres à droite, à gauche, et que lui-même permet le déboisement sur 650 arpents, que lui-même est en train de détruire l'intégrité, la fonctionnalité de tout un écosystème à Roche-Noire. Quelle incohérence! Ce qui est aussi incroyable à mon sens, c'est que l'Economic Development Board a tellement de pouvoir aujourd'hui que le ministère de l'Environnement et celui de l'agro-industrie n'ont même pas leur mot à dire. L'Economic Development Board piétine littéralement la stratégie du ministère de l'agro-industrie, qui, dans une stratégie faite en 2017 et qui est supposée être implémentée avant 2026, qui s'appelle Protected Area Network Expansion Strategy, nous dit que cette zone où le gouvernement veut développer la Smart City, cette zone est supposée être une zone protégée. Cette zone où le gouvernement permet le développement de cette Smart City est une expansion zone dans cette stratégie, dont la biodiversité devrait être protégée. Mais pas que. Il piétine aussi le master plan de l'environnement 2020-2030, dans lequel un Strategic Environment Assessment est supposé être fait dans une telle zone environnementalement sensible. Mais non, l'Economic Development Board et le ministère des Finances n'en ont que faire et n'en font qu'à leur tête, pourvu que les devises rentrent dans la caisse de l'État. Cette mini-forêt, elle fera au mieux quoi, un demi-arpent. À Roche-Noire, c'est 650 arpents qui sont concernés et tout un écosystème qui nous fournit des services inégalables. Est-ce que le ministre pourrait peut-être nous déposer un bilan du budget déforestation et reforestation chaque année, en tenant compte des services fournis par ces écosystèmes? C'est bien dommage d'ailleurs que le ministre s'entête à ne pas vouloir utiliser le système proposé par les Nations Unies pour calculer en termes économiques les services que nous rend la nature. Si le gouvernement utilisait le System of Environmental Economic Accounting, cela aurait permis d'intégrer la nature et le sociétal dans toutes les décisions du gouvernement. Et peut-être qu'il prendrait alors conscience de ses actes et qu'il arrêterait les incohérences et le greenwashing. Et en parlant de greenwashing, encore une fois dans ce budget, est annoncé en grande pompe à la section 214 un investissement de 1,6 milliard dans la National Environment and Climate Change Fund pour différents projets qui, soi-disant, concerneront les problèmes liés au changement climatique. Sauf que lorsqu'on regarde les détails, un tiers de ce budget, 523 millions donc, un tiers de ce budget est alloué au projet de nettoyage et d'embellissement. Nettoyage et embellissement. Si ça, c'est pas prendre les gens pour des imbéciles, si ça s'appelle pas du greenwashing. Pareil pour le recyclage plastique. Des mesures pour encourager le recyclage du plastique à partir de la section de 224, mais c'est encore une fois un trompe-l'œil quand on sait que le plastique ne peut être recyclé plus que 3 fois. Aussi, pour rappel, le 21 février 2021, le ministre de l'Environnement, l'honorable Ramano, avait annoncé en conférence de presse que la commercialisation, l'importation et la production des bouteilles PET de moins d'1 litre, dont 130 millions sont produites localement, seraient interdites. Qu'est-ce qu'il en est? On ne l'a plus entendu depuis. Pareillement, je regrette qu'il n'y ait rien concernant la gestion des déchets, mis à part le recyclage du plastique, comme je viens de mentionner, et ce alors que le Waste Management and Recovery Act vient d'être voté avec toutes les promesses qu'il emmenait avec lui. Et alors que l'on sait très bien que Manchicose est saturé et que le contrat du gestionnaire du site est expiré depuis 2018. La valeur totale du contrat attribué à cet entrepreneur est passée de la somme initiale de 1,6 milliard à 2,6 milliards, soit une hausse de 65,3% à cause des contrats d'urgence et de toutes les extensions. C'est le directeur de l'audit qui le dit. Mais au-delà de ça, un recyclage, réhabilitation des côtes, lutte contre l'érosion, investissement dans les drains, plantation d'arbres ici et là. À chaque budget, ce sont les mêmes choses qui sont annoncées pour faire rêver et tenter d'impressionner. Mais il n'y a aucun bilan et l'environnement continue d'être dégradé. Il n'y a rien concernant les nombreux changements qui devraient être apportés à la Environment Protection Act, qui dans la pratique aujourd'hui, non seulement est une loi qui n'est pas implémentée, mais en plus ne protège pas notre environnement et ses écosystèmes comme elle le devrait.
Chaque année, le ministre de l'Environnement vient parler de protéger les zones sensibles, mais n'emmène aucun changement dans la loi et continue de donner des permis IAE qui ne prennent pas en compte la protection des écosystèmes et permettent les développements sur les zones sensibles. Il n'y a aucune vision, aucune approche holistique. Les ministères travaillent en silo. D'ailleurs, le Interministerial Council on Climate Change, prévu par le Climate Change Act, donc depuis 2020, est supposé être présidé par le ministre de l'Environnement et ne s'est rencontré qu'une seule fois. Donc forcément, chacun fait comme il veut. Le ministère des Infrastructures publiques continue de déboiser à la Vigie, à Chamarel, à Plaine-Champagne, sans permis IAE, sans coordination pour l'aménagement du territoire, sans plan de gestion régionale des eaux pluviales. On ne cessera pas de le répéter. Tous les projets devraient prendre en considération leur impact sur l'environnement et les effets du changement climatique. Tous les projets devraient être durables. Et une entreprise ne devient pas durable dans ses activités aujourd'hui. Une entreprise qui ne devient pas durable dans ses activités aujourd'hui ne sera pas rentable demain. Et c'est pareil pour un pays. Le MSM érige fièrement comme slogan celui du développement. Mais les projets implémentés ne sont pas durables. Si l'on ne fait pas aujourd'hui une industrie unique durable, si on ne protège pas la nature, il n'y aura pas de possibilité de développer quoi que ce soit à l'avenir. C'est dommage de toujours devoir le répéter encore 4 ans plus tard. Maurice peut pourtant et doit devenir un modèle dans l'adaptation face aux impacts du changement climatique, un modèle de développement durable, un pionnier dans l'économie décarbonée. Mais encore une fois, c'est une question de volonté. Il semble évident que cette vision est à l'opposé de ce que ce gouvernement semble prôner. To dare and to care. Jusqu'ici, le verbe to dare veut seulement dire oser continuer à faire et dire tout et son contraire. Je disais dans mon ancien discours que ce gouvernement est à la fois pyromane et pompier. Nous voyons se défiler sous nos yeux depuis le budget de 2020 à travers les actions prises par ce gouvernement des incohérences qui sont devenues aujourd'hui limpides. Vous ne pouvez plus mener la population en bateau, ils ont vu clair dans votre jeu. Même si la population voit de plus en plus le jeu médiocre du gouvernement, cela ne l'empêche pas de continuer à agir en toute opacité. La transparence semble être un mot banni du vocabulaire. Hier, en entendant le ministre Diolo Jongar expliquer le programme gouvernemental pour la transition énergétique, et surtout en l'entendant parler avec fougue de la croissance de l'énergie solaire, on se demande si le ministre n'a pas des intérêts dans l'énergie solaire. Le gouvernement MSM a annoncé à la COP26, j'en arrive donc à mon deuxième point, l'ambitieux objectif d'atteindre les 60% de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables en 2030, d'ici 2030. Mention est faite à la section 92 du discours du budget. L'autre endroit où le discours du budget fait mention de la production d'électricité à partir de 60% d'énergie renouvelable est à la section 185. On nous dit que durant la dernière année fiscale, 1400 projets représentant 136 MW d'énergie renouvelable ont été approuvés. Quels sont ces projets? Où sont-ils arrivés? Sur combien de temps seront-ils implémentés? Aucune indication. Pourquoi ne pas emmener plus de transparence? Ce n'est pourtant pas compliqué. Il suffit par exemple de le mettre sur le site web du CEB, de permettre au public de connaître l'avancée de ces projets. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas le faire? Qu'est-ce qu'il a à cacher? Il y a 2 ans aussi, le budget a annoncé l'investissement dans 10 gas insulated switchgear, indispensables pour faire entrer les énergies renouvelables sur le réseau électrique. Encore une fois, où en sommes-nous? En tout cas, jusqu'à l'an dernier, l'investissement n'avait toujours pas été fait. Pas d'indication non plus quant au Biomass Framework. 2 phrases dans le discours du budget et pas d'éclaircissement non plus dans les discours des ministres de l'énergie et de l'agro-industrie. Toujours pas de détails donc sur le contenu du rapport, quand il sortira ou sur ce qu'il contiendra. Niet. Pourtant, pour atteindre l'objectif de 60% des parts d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité, le gouvernement se repose principalement sur la biomasse et le solaire. Et de nombreuses questions restent en suspens. Selon les chiffres de la CEB en 2022, nous n'étions encore qu'à 17,3% pour la part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité. En 2021, nous étions à 21%. Donc en un an, la part d'énergie renouvelable a diminué de 3% et le ministre
a dit que ce serait à cause de la diminution de production d'électricité à partir de bagasse. Et c'est là où se pose le problème. Un peu plus de la moitié de ce pourcentage de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable est produite avec de la bagasse. Pour rappel, la bagasse appartient à la biomasse. La biomasse est l'ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Le Biomass Framework avait été annoncé pour la première fois dans la section 13B, Renewable Sugar Industry Based Biomass Framework de la Sugar Industry Efficiency Amendment Act de 2016. 7 ans donc pour ce National Biomass Framework. Et pas plus tard que le 29 mai dernier, la Chambre d'agriculture disait encore être dans l'attente du rapport, semble-t-il déjà adopté, dans l'attente des mesures d'implémentation ainsi que de la rémunération des biomasses. 7 ans plus tard, et toujours dans l'attente. Les 3 IPPs produisant de l'énergie à partir de bagasse représentent pourtant environ 200 MW d'électricité sur le réseau. Donc il serait urgent que le gouvernement finalise ce framework et le publie. Ce qui interpelle, cela dit, c'est que le gouvernement, n'ait jamais jugé bon de questionner la durabilité de la biomasse. Et s'il vous plaît, monsieur le ministre de l'Énergie qui n'est pas là, ne parlez plus des oiseaux de mauvais augure, alors que nous ne faisons que tirer la sonnette d'alarme sur notre situation énergétique. C'est un manque de respect total. Plusieurs études ont montré que différentes formes de biomasse produisent en réalité des émissions carbone supérieures aux énergies fossiles. Une étude de 2021, par exemple, Natural Resources Defense Council aux États-Unis mesure l'impact de l'utilisation de pastilles de bois pour alimenter les centrales électriques et ils ont trouvé que les émissions carbone générées durant le cycle de vie des pastilles de bois étaient bien supérieures à la moyenne des émissions carbone générées pour la production d'électricité en Amérique. Pour l'instant, le bois est très peu utilisé à Maurice pour la biomasse, mais le budget prévoit quand même de rémunérer le woody biomass au même prix que la bagasse. Et le ministre a parlé même hier dans son discours d'importation de copeaux de bois. Donc l'intention est là et l'inquiétude est pertinente. Mais l'inquiétude est encore plus grande en ce qui concerne la canne à sucre. Une étude de 2019 de Soil and Mow Impacts in Mauritius a établi que la production de canne à sucre équivaut à 0,36 kg de dioxyde de carbone pour chaque kilo de sucre produit et délivré. Heureusement, ils ont aussi trouvé que la combustion de bagasse avait un impact positif supérieur à l'impact négatif sur le climat de la production de sucre, avec l'équivalent de 0,17 kg de dioxyde de carbone émis par kilo de sucre produit et délivré. Pour rappel, 75% de nos terres cultivables sont sous culture de canne et la production de sucre décline chaque année davantage. Elle ne représente d'ailleurs plus que 6% du PIB. L'utilisation de la bagasse comme énergie de production est donc durable pour l'instant, mais la canne ne peut pas être cultivée simplement pour être brûlée, sinon ce ne serait plus le cas, et sinon ce serait un non-sens total. La bagasse doit donc rester une ressource renouvelable dérivée de la production de sucre et non pas cultivée exclusivement pour être utilisée comme biocarburant indépendamment de la production de sucre. Cela signifierait donc que la bagasse comme biocarburant n'est pas une solution pour l'énergie renouvelable à Maurice sur le long terme, puisque la production de sucre est en net déclin, à moins que le ministère vienne nous dire comment il compte rehausser la production de sucre. Et puis, il y a cette nécessité qui a été mentionnée dans son discours hier de préserver la superficie de 40 000 hectares, soit 3,2 millions de tonnes de canne à sucre, qui sonnait comme une menace à peine voilée, surtout quand on entend qu'on introduira, je cite le ministre, des variétés de canne à fibres plus élevées. Le Renewable Energy Roadmap 2030 affirme que le ministère a reçu des offres pour la technologie à partir de biomasse qui
impliquerait la combustion de toute une série de flores locales, incluant des déchets organiques, eucalyptus, arundodonax, fatak, autrement dit, et même des copeaux de bois. Et eux seront importés, comme disait le ministre hier dans son discours. Le ministère entend produire 100 MW d'énergie renouvelable à partir de biomasse d'ici 2030. Et comme je disais tout à l'heure, le discours du budget fait mention du woody biomass. Et hier, le ministre parlait des copeaux de bois importés. Mais aucune mention n'est faite du potentiel d'émissions de carbone dans ce projet, ni de sa durabilité. Il est urgent pour le pays de booster la production d'énergie renouvelable pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, mais aussi pour potentiellement pouvoir diminuer le coût du prix de l'énergie qui pèse sur les consommateurs. Mais il est impératif de prendre en considération l'empreinte carbone dans tout le processus. Quant à l'énergie solaire, elle produisait 94,7 MW en 2020 selon les chiffres du CEB, et ce chiffre est supposé atteindre 371 MW en 2030. Mais encore une fois, c'est dans l'implémentation des projets qu'il y a un problème. Est-ce que, par exemple, l'installation des 2 MW de panneaux photovoltaïques à Tamarin Falls annoncée l'an dernier a été concrétisée? Aujourd'hui, ce budget vient annoncer l'installation de 32 MW à Tamarin Falls. Il faudrait savoir déjà où en sont les 2 MW, pourquoi les 32 MW ne sont pas prévus dans le plan initial, dans le fameux roadmap, Energy Roadmap. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y a que 25 MW de panneaux photovoltaïques qui ont été installés à mars 2023. C'est noté à la page 233 des Estimates. Mais on est encore bien loin des 371 MW attendus d'ici 6 ans. Donc les résultats des projets ne sont clairement pas à la hauteur des engagements. Et comment seront financés tous ces projets? Est-ce que ce sera les organisations internationales, les gouvernements? Le budget ne précise pas et je ne vois rien non plus dans les estimations. Comment seront financés aussi tous les projets d'éco-village de la CEB, mentionnés à la section BA11 de l'annexe? Puisque, nous le savons, les réserves du CEB sont à sec. Pour rappel, ces fonds ont littéralement été dilapidés. Le CEB avait des réserves de 7,8 milliards en juin 2020 et fin 2022, le CEB annonçait un déficit de 5 milliards. Donc comment parvenir à la transition énergétique avec cette mauvaise gouvernance et comment aussi arriver à parvenir à la transition énergétique quand on voit le peu d'importance qui est donnée à la MARENA, la Mauritius Renewable Energy Authority. Là, on apprend dans l'annexe, même pas dans le discours du budget du ministre, dans l'annexe, on apprend la fusion entre la MARENA et la Energy Efficiency Management Office, à la section B6. Hier, le ministre a parlé d'une révision de l'Energy Efficiency Act de 2011 et de la MARENA Act de 2015 pour, je cite, une meilleure efficience en termes de gestion et de ressources humaines. Fin de citation. On verra bien ce que cela donnera, mais il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. En effet, le CEO actuel de la MARENA ne semble pas être passé par un processus de sélection. On ne connaît d'ailleurs même pas ses qualifications dans le secteur de l'énergie. Donc, voilà comment est géré l'organisme supposé chapeauter la transition énergétique. Et entre-temps, tristement, la part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité a, elle, diminué. Oui, diminué, puisqu'en 2013, la part d'énergie renouvelable dans le mix des électricités était de 23,4%. Et en 2002, il était de 17,4%, selon les chiffres de la CEB, comme je l'ai dit. Donc, en 9 ans, nous avons reculé. Et le ministre nous dit hier qu'on va arriver à une part d'énergie renouvelable de 37,7%, excluant la biomasse en 2025. Je l'ai réécouté 3 fois. Donc, dans 2 ans, on est supposé arriver à une part d'énergie renouvelable dans le mix d'électricité de 37,7%, excluant la biomasse. Donc, concrètement,
j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il trouvera les 20,5% supplémentaires en 2 ans. Nous voudrions que ce soit possible. Nous sommes 100% en faveur des énergies renouvelables, mais au vu des chiffres, au vu des résultats, ce n'est clairement pas réaliste. Il faut être sérieux 2 minutes. Ce gouvernement se contente de venir de l'avant chaque fois avec des annonces, les unes plus ambitieuses que les autres, mais l'implémentation ne suit pas, malheureusement. Et étant donné qu'il faut être réaliste, comme je viens de le dire, je regrette qu'il n'y ait pas un mot sur le liquid natural gas dans ce budget. Pourtant, dans les estimates, à la page 285, dans ce qui établit la direction stratégique du ministère, il est prévu, je cite, Transition towards a cleaner source of energy in electricity production with a setting up of LNG power plants. Fin de citation. Mais rien, pas un mot dans le discours du ministre de l'Énergie, ni dans celui du ministre des Finances. Avec les résultats obtenus, malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'atteindrons certainement pas l'objectif fixé. Et le liquid natural gas devrait donc être une solution de transition pour éviter la catastrophe et soulager les consommateurs, puisqu'il est évident que c'est avec une souveraineté énergétique que l'on pourra donner les moyens à notre économie de se régénérer, étant donné que nous dépendons aujourd'hui majoritairement des importations en énergie. En diminuant le prix de l'énergie dans le coût de production, il sera possible d'augmenter les salaires et le niveau de vie des Mauriciens. Le gouvernement parle d'industrie verte depuis 2021. Mais ce n'est qu'en augmentant notre capacité énergétique que l'on pourra augmenter le potentiel industriel et se donner les moyens de développer les secteurs de pointe et les industries vertes, justement. En parlant d'industrie verte, comme je viens de le dire, le budget de 2021 annonçait la création d'un nouveau pôle de croissance autour des industries vertes. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Est-ce qu'on a créé des emplois pour ça? Non. Est-ce que des formations ont été proposées pour ça? Non plus. Aucun nouveau pôle de croissance n'est proposé dans ce budget, aucun nouveau pilier pour notre économie. Et c'est encore le secteur de l'immobilier qui va s'accroître. Et ce gouvernement continuera de vendre notre pays aux étrangers. 28% des biens acquis cette année ont été acquis par des étrangers, selon une étude de Market Trends. Ce qui m'emmène à mon dernier point. To dare and to care. Qu'est-ce que le gouvernement appelle protéger et surtout qui il entend protéger. Avec la flambée des prix, les jeunes professionnels peinent à avoir une vie décente et à acheter un bien. Pas étonnant qu'ils ne se sentent plus à leur place et malheureusement le gouvernement ne fait rien pour qu'ils le soient. Ce n'est certainement pas l'allocation de 20 000 roupies qui les retiendra, soyons clairs dessus. C'est le plus grand signe d'échec de ce gouvernement, qu'autant de jeunes n'aient qu'une chose en tête, c'est de pouvoir émigrer, d'avoir un diplôme, de pouvoir émigrer pour ne pas revenir. C'est un fait, 75% des jeunes qui partent à l'extérieur ne reviennent pas. Je n'invente rien. Et combien de parents s'endettent pour pouvoir payer des études à leurs enfants à l'étranger, en leur disant de ne pas revenir, dans l'espoir qu'ils puissent avoir un avenir là-bas. L'immigration, la fuite en avant de la jeunesse mauricienne est la preuve incontestable du mal qui ronge ce pays. Est-ce que cela inquiète le gouvernement? Est-ce qu'il cherche une solution? Est-ce qu'il crée des emplois? Est-ce qu'il impose des salaires décents? Est-ce qu'il valorise notre main-d'œuvre? Pas du tout, au contraire, puisqu'il continue de permettre aux étrangers d'occuper les emplois qui sont supposés être occupés par les Mauriciens. Nous n'avons rien contre la main-d'œuvre étrangère en soi. Mais ce que fait ce gouvernement, c'est mettre en place un système qui dévalorise la main-d'œuvre locale et la fait fuir. Je dois partager mon inquiétude, non seulement face à l'absence de création d'emplois, comme je viens de le dire, mais surtout face à l'extrême libéralisation du marché du travail. Dans l'annexe du budget, on note à la section B1 toute une série de mesures pour faciliter l'accès à l'emploi pour les étrangers. Je vais en mentionner juste quelques-unes. Les critères sont revus pour le Occupational Permit. L'exigence d'investissement initial pour les investisseurs et travailleurs indépendants sera exemptée au moment de la délivrance des permis. Au bout de 4 semaines sans réponse du ministère du Travail, l'application pour un permis de travail sera considérée comme étant approuvée.
Le ratio de travailleurs mauriciens par rapport aux travailleurs étrangers sera aboli pour certains secteurs. Le ministère du Travail mettra en place un nouveau cadre pour l'emploi des travailleurs domestiques étrangers. Les carers étrangers pourront désormais rester pour une durée illimitée. Tout parti de gauche qui se respecte devrait s'insurger contre cela, puisque cela signifie que notre système économique sera amené à la longue à fonctionner uniquement dans l'intérêt de ceux qui ont le capital. Je le redis, je n'ai rien contre l'emploi des travailleurs étrangers, mais on s'expose à un danger. C'est un fait, beaucoup d'entrepreneurs m'ont partagé la difficulté de recruter de la main-d'œuvre mauricienne. À ce propos, j'ai lu une interview d'une entrepreneur dans un hebdomadaire la semaine dernière, dans un hebdomadaire. L'article parlait justement de cette difficulté d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre mauricienne. Et j'aimerais citer ce qu'elle dit suite à une question sur la main-d'œuvre étrangère et l'exode de la main-d'œuvre mauricienne. Vous me direz, monsieur le ministre, si cette entrepreneur, elle aussi, elle est une Marine Le Pen, comme vous venez de le dire. Je cite, ouvrez les guillemets, la valorisation des produits locaux devrait s'accompagner de la valorisation de la main-d'œuvre locale et des compétences mauriciennes. La valorisation des produits locaux devrait s'accompagner de la valorisation de la main-d'œuvre locale et des compétences mauriciennes, et cela à tous les postes. Aujourd'hui, nos meilleurs éléments quittent le pays et vont contribuer à la croissance des entreprises et des économies étrangères. Je ne suis pas sûre que nous saisissions bien l'ampleur de ce phénomène et de ses répercussions sur notre économie sur le long terme. Fin de citation. Nous entendons bien l'alarme que sonne cet entrepreneur. Et ce budget n'offre rien à ces entreprises qui essayent de préserver l'emploi des Mauriciens. Il faut aussi se questionner sur les motivations des familles qui choisissent de quitter le pays. Ce qui ressort de mes conversations avec le milieu ouvrier, surtout, c'est le manque de perspective, le manque d'optimisme en l'avenir. Les Mauriciens n'ont plus confiance en l'avenir. Que fait ce gouvernement pour restaurer la confiance? Nada. Que fait le gouvernement pour obliger les employeurs à assurer un salaire décent? Je dis bien décent, non pas un revenu minimum garanti aux employés. Rien. Et le ministre Gobin parle de budget socialiste. Continuons dans ce que ce gouvernement appelle justice sociale. Donc, monsieur le ministre, vous me confirmerez, un étranger peut délocaliser son entreprise, venir s'installer à Maurice, bénéficier d'un taux d'imposition faible, utiliser nos ressources, employer des travailleurs étrangers pour un salaire minable, et ainsi maximiser ses profits. Budget socialiste, vous dites? Et qu'est-ce que le pays y gagne dedans? Et vous avez le toupet de venir nous traiter d'antipatriotes, nous? Ah bon? Mais venez m'expliquer qu'est-ce que le pays gagne dans un scénario comme ça. Venez m'expliquer qu'est-ce que le pays gagne dedans là. N'est que dire oui, oui, oui. Tout le monde devrait s'insurger contre cette grave dérive vers un modèle encore plus libéral qu'il ne l'était déjà. Et je suis choquée en entendant le ministre Obigadou dire que ce gouvernement est en train de faire ce que le MMM a voulu faire depuis des années. Cela ne fait que confirmer son éloignement des valeurs militantes. Puisque grâce à son soutien, grâce à sa complicité, ce gouvernement est en train de faire notre pays reculer en dilapidant nos terres auprès des étrangers, en libéralisant le marché du travail à l'extrême, en donnant aux étrangers les opportunités d'emploi qui devraient revenir aux Mauriciens. Mais quelle honte! Oui, parce que comme je l'ai mentionné, l'acquisition des biens aussi se libéralise davantage. On peut voir que les étrangers pourront acheter autre part que dans les smart cities, EPDS, etc. Ils pourront bénéficier dans ce que le ministre appelle les Sustainable City Schemes, section A11 et section 157 du discours du budget. J'espère d'ailleurs que le ministre viendra nous donner plus de détails dans son summing up sur ce scheme. Tout y est, encore une fois, pour faciliter l'acquisition de propriétés par les étrangers, y compris les riches retraités qui viendront se reposer ou suivre des traitements médicaux. Pour les retraités, c'est les sections B17B de l'annexe. Et là, comme par hasard, le Blue Eyed Boy du MSM a investi à réduit dans les résidences de luxe pour seniors. Quelle drôle de coïncidence.
Donc, après avoir fait écraser les maisons de fortune de plusieurs familles, les mettant à la rue et dans le froid, en plein confinement, voilà que le même ministre arrache la terre qui a été allouée au centre culturel pour la donner au Blue Eyed Boy du jour. Oui, parce que même si le ministre Bigadou a usé de tous les subterfuges possibles pour ne pas répondre à la question du leader de l'opposition, il est connu de tous que ce monsieur bénéficie d'un traitement de faveur auprès du gouvernement et qu'il vise ces terres pour son nouveau projet de retraite. Ce gouvernement nous ramène à des périodes sombres. Emmanuel Antil, dont le nom a été donné au bâtiment que ce gouvernement veut détruire, avait lutté pour l'émancipation des travailleurs. C'est d'ailleurs quelque part aujourd'hui tout un symbole que le bâtiment qui porte son nom soit mis à terre par ce gouvernement. Aujourd'hui, à travers les mesures annoncées dans ce budget, ce gouvernement veut nous faire retourner à un modèle d'avant-indépendance. La jeunesse ne doit pas se laisser aveugler par quelques billets, mais nous l'invitons à se mobiliser, parce que ce gouvernement les prive de leurs opportunités d'emploi et les expose à des salaires bas. C'est sa façon de care pour notre jeunesse, apparemment. Ce gouvernement réadapte et remet d'actualité un modèle économique injuste et que nos tribuns ont combattu. Un modèle injuste basé sur la main-d'œuvre bon marché et l'exploitation des plus vulnérables. Au final, le titre « Oser et protéger » ne peut susciter que de la colère. Ce n'est certainement pas les plus vulnérables que ce budget est en train de protéger. Il donne quelques miettes aux plus vulnérables, mais en réalité, la roupie continuera de déprécier et le coût de la vie continuera d'augmenter au vu du montant de 61,5 milliards que ce gouvernement prévoit de récolter à travers la TVA et au vu de l'inflation anticipée de 9%. Que ce soit à travers la taxe dite progressive, mais qui en réalité ne l'est pas, puisque celui qui a un salaire 5 fois supérieur à un autre ne paye pas 5 fois plus de taxes, et que les hauts revenus ont vu la taxe qui leur était imposée descendre à un taux de 20%, ou que ce soit à travers l'abolition du Solidarity Levy qui taxait les revenus de 3 millions, de plus de 3 millions, ou que ce soit à travers la libéralisation du marché de l'emploi, ce sont les nantis, les déjà bien lotis, que ce gouvernement est en train de protéger et d'aider. Les fortunés paieront moins de taxes, alors que la classe moyenne et la classe inférieure porteront tout le fardeau de l'inflation. Ce socialisme à la Padayachi n'est pas un socialisme du tout. Logiquement, malheureusement, l'exode de nos talents ne fera que continuer, alors que les ressources humaines, plutôt les richesses humaines de notre pays sont notre plus grand atout. Je finirai donc en citant cette expression latine, verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les belles paroles de ce budget et des budgets précédents peuvent s'envoler, mais les écrits restent et resteront pour que notre postérité ait l'occasion de voir ce qu'il ne faut absolument pas faire. Merci pour votre attention.